Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de prendre place. Alors, chers collègues, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, je vous propose de vérifier que le quorum est bien atteint dans ce conseil municipal. Donc, je suis présent, Edwige Luc-Bernet présente, Marc Chauvet présent, Nadia Benjeloum Makali présente, Vincent Boivinet présent, Amélie Cohen-Langlais donne procuration à Marie-Laure Pirot, Olivier Goudichaud présent, Fabienne Cabrera présente, Fabienne Cabrera non, est absente. Non, présente, excusez-moi, elle est là, voilà, très bien. Pierre Wallet présent, Christelle Baudret présente, Aurélien Desbas présent, Cathy Camille présente, Xavier Marie-Fédou présent, Bénédicte Jamédiez présente, Jacques Reynaud donne procuration à Bénédicte Jamédiez, Isabelle Taris présente, Benoît Dancona présent, Pascal Labadie présent, Sadia Hadj Abdelkader présente, Sylvaine Panambière présente, Guéno Léjean présent, Marie-Laure Pirot présente, Tiffaine Cornaciari va avoir un peu de retard et donc donne procuration entre-temps à Cathy Camille. Laure Desvalois présente, Nabil Enadji donne procuration à Isabelle Taris, Florian Darcos donne procuration à Marc Chauvet, Laetitia Vasseur donne procuration à Fabienne Cabrera, Idriss Benkelouf donne procuration à Edwige Luc-Bernet. Christian Baygat donne procuration à Christophe Thomas, Mohamed Mishrafi présent, Alexandre Dias présent, Isabelle Torlenico présente, Fabienne Dacosta donne procuration à Christophe Thomas présent, et Saïna Bougueil donne procuration à Mohamed Mishrafi. Voilà, très bien. Donc le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir la séance. On propose Christelle Baudret comme secrétaire de séance. Merci à elle. Nous devons aussi adopter le procès-verbal analytique du précédent conseil municipal. S'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose de l'adopter à l'unanimité. Tout le monde est favorable? Très bien, merci. Il y a également les décisions municipales. Je ne sais pas s'il y a des interventions à ce sujet. S'il n'y en a pas, avant de passer au point principal de ce conseil, qui est le rapport d'orientation budgétaire, évidemment, je me permettrai de dire quelques mots, comme à l'accoutumée, de l'actualité béglaise et commencer par une nouvelle pas très bonne, mais plutôt mauvaise. C'est évidemment avoir un instant de recueillement par rapport à la disparition récente de Gérard Sandré. Bien sûr, vous le connaissez. Il a été secrétaire général de la mairie de Bègle dans les années 80. Il est décédé il y a quelques jours à l'âge de 94 ans. Personnalité béglaise, bien sûr, de par son action publique, mais aussi, bien sûr, de par son action constante pour la création du musée de la création franche. Vous le savez, cela vient de lui, de sa passion pour l'art brut, en tant évidemment que celui qui a mis en place la galerie Imago, qui a été la préfiguration du musée de la création franche, et ensuite qui est devenu un musée associatif, puis municipal en 1996. Gérard Sandré en a été le premier directeur. Donc ce soir, c'est important de lui rendre hommage, puisqu'il en a fait, aux côtés de Noël Mamère, bien sûr, le premier musée public d'art brut de France, gratuit. Et donc il est toujours gratuit, il est toujours public, et il va être rénové. Vous le savez, ce projet important de rénovation et d'extension, et il a été le premier musée
métropolitain de l'agglomération bordelaise. Donc voilà, je pense que nous pouvons, pour lui rendre hommage, eh bien, nommer ce musée de la création franche, Gérard Sandré. Voilà, je pense que ça sera important pour lui rendre cet hommage. Également, dans les informations que je souhaitais vous donner, un point de la situation sanitaire pour les services publics beglais. Donc, nous sommes en pleine vague Omicron, bien sûr, vous le savez. Je vous demande d'ailleurs de garder le masque quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Donc, ce variant extrêmement contagieux, nous avons toutes et tous des personnes autour de nous, évidemment, soit cas contact, soit qui ont cette maladie, qui l'ont attrapé, le Covid-19. Qui est moins fort en termes de virulence et en termes d'impact, puisque les hospitalisations graves et en réanimation sont bien moins élevées que dans les vagues précédentes, mais du fait du nombre de personnes évidemment malades, les chiffres sont tendus, et donc évidemment en votre nom, je souhaite remercier l'ensemble des personnels soignants, qu'ils soient médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants, enfin le laboratoire d'analyse, bien sûr, enfin tout le personnel médical est sous tension, mais également la société, puisque avec ce grand nombre de personnes, soit cas contact, soit malades, et donc à l'isolement, nous, ici en mairie, il nous faut réorganiser constamment, quotidiennement d'ailleurs, les services publics pour tenir cette continuité du service public, ne pas fermer au maximum les services. Pour l'instant, nous y arrivons, au prix d'une réorganisation forte et au prix également d'un élan fort de solidarité de l'ensemble des agents municipaux, mais également des élus qui se sont portés volontaires pour certains, pratiquement une cinquantaine, dans ce qu'on peut appeler une réserve sanitaire, c'est-à-dire que disposer de leur temps pour aller épauler un autre service public, et principalement d'ailleurs le service de l'éducation, qui à nos yeux nous semble prioritaire en termes de continuité de service public. Et donc un certain nombre d'agents et aussi maintenant d'élus, que je tiens à remercier, on passe du temps principalement dans la pause méridienne, périscolaire, pour épauler les professionnels et associatifs qui permettent comme ça d'avoir de pouvoir dérouler et porter leurs ambitions pédagogiques aux côtés des enseignants. Voilà, donc je tiens évidemment à remercier les enseignants qui continuent, bien sûr, vaille que vaille, coûte que coûte, à délivrer le service public de l'éducation. Donc pour ce faire, on a été obligé de supprimer l'accueil périscolaire du matin, parce qu'évidemment, nous avons de nombreux cas également Covid, et on ne peut pas recruter. On a beaucoup recruté, on recrute au maximum des emplois et des personnes qui viennent aider, mais même les entreprises ou les personnes qui sont en renfort sont également touchées ou sont déjà en remplacement. Donc la situation est tendue, évidemment. La piscine de Bègles a été fermée également une semaine. Voilà. Mais en tout cas, je tenais à remercier évidemment Jean-Marc Gipoulou, directeur général des services, qui est tous les matins au front avec l'ensemble des équipes des ressources humaines, et également de Christophe Dolmeau, qui est le DRH, et puis également, bien sûr, remercier la direction de la continuité éducative, Sylvain Gonnet, son directeur, et l'ensemble des équipes. Voilà, donc c'est vraiment un effort conséquent. On souhaite évidemment tenir jusqu'aux vacances pour éviter absolument la rupture et le fait de devoir fermer une école, ou en tout cas les temps municipaux. Donc en tout cas, merci encore à celles et ceux qui acceptent de donner de leur temps sur la pause méridienne pour cette continuité. Également, dernier point d'information, c'est la papeterie de Bègles, bien sûr. Donc, nous nous sommes battus à quelques-uns, c'est-à-dire l'ensemble du conseil municipal, avec des partenaires, la métropole, la région, la chambre de commerce et d'industrie, pour que cette papeterie de Bègles, qui fait partie du patrimoine béglais, industriel. Bègles a longtemps été la ville industrielle ouvrière de l'agglomération bordelaise, de la rive gauche. C'est son passé ouvrier qui continue à exister. Donc le propriétaire actuel, vous le savez, a décidé de vendre
qui est une société multinationale belge, Etex. Et donc nous nous sommes battus pour qu'il y ait continuité de l'activité industrielle papetière sur le territoire béglais, en plein cœur de l'agglomération, car nous souhaitons ici démontrer que la fermeture des industries en France n'est pas une fatalité et qu'il faut trouver des solutions pour la réindustrialisation de la commune, de la nation, de la France. C'est important, et d'autant plus dans le domaine papetier où de nombreuses papeteries ferment, les unes après les autres. Donc les discussions ont été difficiles, hein, bien sûr, avec le propriétaire, enfin je dis bien sûr, avec le propriétaire qui a souhaité se désengager sur un temps qui a été le sien. Nous avions jusqu'au 31 décembre 2021 pour trouver soit un repreneur, soit un candidat à la réindustrialisation dans le domaine papetier. Donc vous le savez, il y a 2 candidats ont finalement été retenus pour pouvoir monter leur projet, discuter, convaincre de la pertinence financière, de la robustesse industrielle. Donc c'est le groupe Global Hygiène, qui est un groupe français, une grosse PME, qui fait du papier à usage unique, soit de l'hygiène, papier toilette par exemple, mais aussi dans le domaine sanitaire et de santé. Et également un projet porté par d'anciens salariés de la papeterie de Bègles qui se sont montés en association Origami, projet Origami de l'association Avenir Papeterie de Bègles. Et donc nous sommes ici à un certain nombre à nous être mobilisés fortement pour, vous le souvenez, nous avons voté une subvention pour les anciens salariés de Bègles, de la papeterie, pour qu'ils puissent monter leur projet et pour qu'ils puissent défendre leur projet, qui est un projet intéressant de recyclage des papiers et des cartons de l'agglomération et du sud-ouest pour en faire du matériau biosourcé pour l'isolation des bâtiments. Le choix, in fine, revenait à la société Etex de choisir le repreneur le plus robuste. Donc malheureusement, pour les salariés, je comprends leur déception et leur amertume, Etex a choisi le repreneur Global Hygiène qui présentait des robustesses, je l'ai dit, industrielles et financières plus importantes, qui va permettre de recycler également du papier de bureau pour faire ce que j'ai dit, du papier à usage unique, d'hygiène et à vocation sanitaire et de santé. Et à terme, avoir à peu près 90 emplois sur l'agglomération, sur le site béglais, sur le site de la papeterie de Bègles, donc à peu ou prou ce que nous avons actuellement. Et nous allons pouvoir, je pense, démontrer qu'on peut construire un nouveau quartier, puisque c'est Euratlantique, réhabiliter les voies pour avoir les quais de Bègles, avoir un quartier végétalisé, un quartier de mixité sociale, mais également un quartier de mixité fonctionnelle où il y a de l'activité économique, mais pas que de l'activité économique tertiaire des bureaux, mais aussi de l'activité économique de production, productive. Donc la papeterie de Bègles a toute sa place, et également les 1000 emplois que nous avons actuellement dans la zone d'activité du Grand Port, de TPE, PME, artisans. Voilà, donc ça, on va construire ce projet avec vous, en concertation avec l'ensemble des habitants béglais. Et la pertinence du projet des salariés, qui était d'ailleurs, il y avait aussi un volet de formation avec un centre de formation d'apprentis dans le métier de la papeterie. J'espère qu'il pourra toujours vivre, que les salariés pourront être inclus dans le projet de Global Hygiène, que le repreneur puisse leur proposer un emploi sur le projet de Global Hygiène. Malheureusement, la cohabitation de deux projets ne rentre pas sur le site. Il n'y a pas le foncier nécessaire. On a essayé de le faire, ce n'était pas possible. Mais la pertinence du projet de recyclage des papiers et cartons de la métropole pour en faire du matériau biosourcé est vraiment intéressant. Et donc moi, j'ai demandé à la métropole d'étudier la faisabilité de ce projet, mais sur un plus long terme. Donc voilà, c'est un point important. Donc nous avons réussi à retrouver un repreneur. Malheureusement, ce n'a pas été je dis malheureusement parce que c'était le projet, vous saviez, je l'avais dit, qui avait aussi ma préférence, le projet des salariés en coopérative. Voilà un peu pour l'actualité municipale sur ces points. Bon, avant de passer au débat d'orientation budgétaire, je vais passer la parole à Vincent Boisvinet, qui a demandé la parole.
Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. En préambule, je voudrais juste garder ma casquette d'adjoint à l'éducation pour saluer l'engagement des services, enfin me joindre à votre salut, celui de l'engagement des services et des agents, en premier lieu du service de l'éducation, mais aussi de l'ensemble des agents de la ville qui ont répondu présents pour le maintien et la continuité du service dans les écoles. Je voudrais exprimer ce soir une nouvelle fois notre solidarité avec les salariés de la papeterie de Bègue et dire que nous sommes en colère face à la décision de ne pas donner suite au projet Origami porté par les salariés et les membres de l'association. Une autre issue était possible. Il aurait fallu davantage d'ambition et bousculer les schémas dans lesquels nos collectivités sont enfermées. Le projet Origami porté par l'association de la papeterie a montré toute sa pertinence. Il cochait toutes les cases. Circuit court, économie circulaire, industrie en zone urbaine, véritable utilité sociale et environnementale. Mais il n'y a pas eu de débat sur le projet et son utilité, et c'est ce qui nous met aujourd'hui en colère. En tant qu'élus communistes, nous nous sommes impliqués dans ce dossier. Nous avons aidé à ce que des portes s'ouvrent, que ce soit à la mairie de Bègle, à la métropole, à la région, et même auprès de l'État par le biais du sénateur communiste Fabien Gay. Nous avons dialogué, échangé avec les membres de l'association, et ils et elles nous ont tous fait les mêmes retours. Là où les collectivités auraient pu ouvrir des portes et faire rentrer d'autres acteurs et actrices dans la danse, l'ensemble des services ont traîné des pieds, à l'exception de la ville, et n'ont apporté que peu de solutions. Oui, le dossier manquait de financement. C'est bien là tout l'intérêt pour les collectivités, pour que les collectivités s'impliquent en aidant à effacer les lacunes existantes. En voyant ces difficultés, elles auraient pu travailler à charpenter le dossier, à aller chercher d'autres acteurs et actrices, et le moment venu, travailler à des garanties d'emprunt. Les collectivités auraient pu être un véritable levier, un tremplin, et être ainsi des partenaires importants de ce qu'elles ont refusé d'être. En fait, les salariés se sont heurtés à des logiques qu'il faut, à notre sens, remettre en cause parce qu'elles viennent de faire preuve de leur inefficacité. La neutralité des collectivités, nous pensons au contraire qu'il est du rôle des collectivités de s'immiscer, d'impulser, de faire irruption dans les choix des entreprises. Les enjeux sociaux et environnementaux sont trop importants pour laisser faire les seuls actionnaires. À notre sens, cette neutralité est tout sauf neutre, mais relève d'un choix qui est celui du laisser-faire. Et ce choix-là, nous le contestons. Ce n'est pas aux collectivités à être créatrices. Lorsque le marché, les logiques de rentabilité font la preuve de leur inefficacité à faire face aux défis, les collectivités se doivent de prendre la main. L'accompagnement, tel que conçu par l'ensemble des collectivités, a fait preuve de son inefficacité. Nous pensons que les collectivités peuvent jouer un rôle majeur afin de définir les nouvelles règles économiques et le cas échéant, d'impulser de nouvelles activités. Mais comme ça aurait pu être le cas avec la papeterie de Bègle. Je finirai enfin par deux interpellations. La première à M. Hurly, vice-président d'Euratlantique. Dans son mandat de maire, il refuse que la bibliothèque de Bacalan soit détruite pour en construire une nouvelle, au nom du principe que la rénovation coûte moins cher environnementalement que la démolition-reconstruction. Alors pourquoi laisser un outil industriel tel que la papeterie être détruit pour qu'un nouvel outil puisse y être construit? Il y a une contradiction qu'il me semble importante de lever sur ce point-là. La seconde s'adresse à M. Rousset, qui a longtemps nourri des ambitions ministérielles, entre autres dans le secteur de l'économie et de l'entreprise. Il me semble qu'une région stratège n'aurait-elle pas vu le potentiel d'avenir que pouvait porter le projet Origami? Regarder l'avenir avec les lunettes du passé ne conduit qu'à reproduire les mêmes erreurs, celles du dépassement de nos politiques industrielles, mais le mot est peut-être un peu sale quand on veut faire de la Nouvelle-Aquitaine la future Silicon Valley. Restent en suspens 5 questions. Que fait-on maintenant de nos vieux papiers qui partent en camion se faire incinérer en Espagne? Comment isolons-nous nos passoires thermiques? Comment fait-on pour stopper la désindustrialisation? Comment fait-on pour conserver les compétences et pour protéger notre planète? Bon, merci, chers collègues. Bon, je partage votre colère. Le mot pour moi est un peu fort. En tout cas,
l'amertume de ne pas avoir réussi à accompagner les salariés jusqu'au bout, hein, et démontrer que le projet était très fort d'un point de vue industriel et robuste d'un point de vue financier. Nous avons fait beaucoup à Bègles, hein. Nous avons accompagné, hein, toutes les semaines nous étions en lien avec eux, hein, vraiment, c'était un projet dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Après, on a quand même réussi à réindustrialiser le site de Bègles, parce que ce qui nous pendait au nez, le risque, c'est ce que souhaitait Etex, on peut le dire, c'était optimiser financièrement le foncier, et c'était des bureaux. Donc ça aurait été un échec total. Donc nous avons réussi à épauler une entreprise française qui est certes dans le modèle financier classique, hein, capitalistique, mais de PME, enfin, voilà, hein, porté sur 3 ou 4 sites en France. Hein, le siège social est près de Grenoble. Voilà. Donc après, en effet, il y a un enjeu de destination des papiers et cartons recyclés de la métropole. Alors ils sont recyclés, hein, sur plusieurs sites, dont le nord de l'Espagne. Par contre, je ne pense pas qu'ils soient incinérés, hein. Je pense qu'ils sont réutilisés. Mais en effet, peut-être qu'on pourrait mieux travailler les circuits courts. Bon, voilà, on a obtenu. Après, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, ce que j'espère, c'est que le savoir-faire des salariés ne sera pas perdu, qu'ils pourront trouver leur place dans le projet de Global Hygiene. J'espère qu'ils l'accepteront, que ce sera possible. En tout cas, on fera pression. On fera pression pour que le projet de Global Hygiene soit le plus vertueux d'un point de vue social et écologique également, puisque le site actuel de la papeterie a des enjeux quand même d'émissions de gaz à effet de serre très importants, hein. Il y a une chaufferie au gaz, hein, qui émet énormément de gaz à effet de serre, donc il y avait aussi des projets de rénovation qu'on va porter fortement. Alors, Marc Chauvet. Marc Chauvet ? Oui, donc je partage, j'ai suivi avec toi, Vincent et Clément et tout le groupe, et on peut, en tant que délégué à la vie économique, bien entendu, on peut regretter effectivement ce projet Origami qui était vraiment très très solide, avec un cabinet, avec des puissances aussi financières importantes, relevant de l'économie sociale et solidaire. Donc nous partageons tous cette déception avec les anciens salariés, bien entendu. Bon, après, comme dit Monsieur le maire, c'est certain qu'on souhaitait avoir une industrie, hein, avec la mixité fonctionnelle, et puis comme je disais à Clément, qui permet de pérenniser un certain nombre d'emplois. Voilà, donc c'est une solution qui n'est pas la meilleure pour nous en termes de solidarité et de travail avec la transition écologique, certainement, mais quand même, bon, par rapport au premier projet d'Etex, qui était de vendre et de faire de la plus-value au maximum, c'est une bonne solution. Le PA nous aide aussi à cette opération, hein, et je rajouterais que c'est l'intérêt aussi de toute la zone d'activité économique du Grand Port que nous voulons donc développer avec Euratlantique. Et je visitais avec le responsable des services économiques l'association qui s'appelle ESSER, qui se trouve à côté, et qui est aussi une association qui regroupe des artisans et qui a une production importante aussi, qui est avenue Général Leclerc. Et ça permet de faire un ensemble intéressant. Et la papeterie, ça sera une locomotive, un peu le navire amiral de cette zone économique que l'on veut mixte, bien entendu, avec une production importante. Donc entre les deux solutions, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la moins mauvaise, je dirais, par rapport au changement de statut et au changement de destination de la papeterie. Merci. Oui, en effet, je remercie Euratlantique d'avoir permis la réalisation, hein, d'un protocole d'accord pour le portage foncier, hein, pour la société Global Hygiene, et je remercie évidemment aussi son directeur, hein, de croire en notre territoire, de croire en Bègles, de croire en la métropole et d'investir une somme importante qui est supérieure à 20 millions d'euros. Donc c'est vraiment des investissements importants. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres prises de parole sur ces propos liminaires, je vous propose de passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Et donc je passe la parole à Aurélien Desbas pour une première délibération importante
pour notre collectivité, qui est le rapport d'orientation budgétaire. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je pense qu'il y a un PowerPoint qui va être diffusé en même temps sur Facebook. Donc, je vous invite à le suivre en direct sur votre ordinateur ou sur le rapport que vous avez imprimé. On va passer directement au diapo 3. Ce sera le plus simple, puisque les deux premières sont des diapositives d'introduction où on vous rappelle effectivement que le rapport d'orientation budgétaire est présenté aujourd'hui et qu'il a déjà été présenté en commission réunie la semaine dernière et que le vote du budget primitif sera le 22 mars. Donc pour entrer dans le contexte, un petit mot d'introduction sur le contexte pour notre bloc local communal. La croissance en France devrait se porter autour de 6,7% en 2021, avec une prévision pour 2022 qui devrait être inférieure à 4%, mais quand même importante autour de 3,6%, avec un certain nombre de risques, malheureusement, qui sont liés évidemment à la pandémie, à des problématiques d'approvisionnement au niveau international et à l'augmentation notamment des prix de l'énergie. Au niveau de l'inflation, on va retrouver globalement la même logique au niveau des risques, avec donc une inflation qui est autour de 2,8% en 2021 et qui devrait se situer sensiblement sur la même chose en 2022, avec une différence pour l'instant dans les prévisions, le premier semestre dans la lignée de 2021 et une baisse progressive au deuxième semestre. Tout ça, bien sûr, repose sur une baisse éventuelle de la pandémie. Au niveau de la loi de finances de cette année, au niveau du gouvernement, donc la loi de finances table sur la dépense en investissement pour favoriser la reprise économique, ce qui nous amènerait globalement à un déficit estimé autour de 150 milliards d'euros. Pour rappel, fin 2019, on était aux alentours de 100 milliards d'euros, mais je ne crois pas qu'on y montait. On était encore inférieur à ça au niveau du pays. Donc la décomposition de ces lois de finances, 3 mesures phares que l'on retiendra: la prolongation du plan de relance avec des mesures pour l'emploi, l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine dont notre commune bénéficie, et un bouclier tarifaire face à la hausse des prix de l'énergie, notamment pour contenir les dépenses, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc sur la section de fonctionnement au niveau des recettes, comme les années précédentes, essentiellement portées par les impôts et taxes, principalement la taxe foncière. Un point important qui vous est souligné sur l'encart de gauche sont les droits de mutation à titre onéreux. Un mot ou une appellation très compliquée à comprendre, qui parle plus aux gens au niveau des frais de notaire lorsqu'il y a des actes d'achat-vente immobilière. Et donc une partie de ces frais de notaire porte notamment ces droits de mutation à titre onéreux. Ils ont été fortement augmentés en fin d'année par rapport à nos prévisions, une augmentation de un peu plus d'1 million d'euros qui est portée pour près d'1 million d'euros par une opération de vente de la société Clépierre sur les rives d'Arcin en toute fin d'année. Et donc qui n'est que contextuel malheureusement pour nos finances. L'autre point notable, donc sur la partie droite du camembert en orange, vous retrouvez les dotations, subventions, participations, essentiellement portées par la dotation globale de fonctionnement, la compensation de la taxe d'habitation qui est portée dans ce poste du fait d'un coefficient correcteur qui prend en compte la dynamique des charges et l'augmentation naturelle est compensée par l'État. Vous avez dans l'encart rouge ou rouge orangé les produits des services du domaine, c'est-à-dire tout ce qui va être les tarifications issues des cantines, crèches, piscines, et donc une petite augmentation par rapport à l'année dernière avec une prévision d'ouverture un peu plus longue de la piscine qu'en 2021, ce qui repose aussi sur une baisse de la pandémie. Et les derniers postes sont d'autres produits de gestion courante pour 200 000 euros qui sont essentiellement constitués par des loyers et dans lesquels auparavant nous comptions une redevance ERDF d'environ 1,2 million d'euros que nous n'avons plus cette année. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc sur les dépenses en section de fonctionnement, constituées pour moitié, là aussi sans surprise par rapport à l'année dernière, des charges de personnel, en augmentation d'environ 2,2% par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire une augmentation contenue. On y reviendra plus en détail dans une deuxième partie de ce rapport d'orientation budgétaire. Vous avez également, tout en haut de ce diagramme, l'atténuation de produits
qui correspond à l'assiette de compensation de fonctionnement versée à Bordeaux Métropole au titre de la mutualisation des services, et également à une petite partie d'un fonds de péréquation intercommunal avec Bordeaux Métropole. D'autres charges de gestion courante qui apparaissent en orange à côté, qui sont essentiellement les subventions associations, les subventions au centre communal d'action sociale, au centre socio-culturel l'Esteil et aux écoles privées. Des charges financières que vous avez pour toute petite partie dans le autre et qui vous sont développées sur la droite du tableau ou du diagramme, pardon. Et enfin, les charges à caractère général qui représentent principalement des fluides, des denrées alimentaires, des fournitures administratives et qui ont une certaine croissance du fait de l'augmentation d'une part des matières premières et ensuite d'un certain nombre de dépenses ou d'achats pour nous en l'occurrence, en particulier sur les fluides liés à l'énergie. On peut passer à la diapositive suivante sur la section d'investissement. Au niveau de ces recettes, essentiellement 4 postes. Le fonds de compensation de la TVA qui se monte à 650 000 € et qui représente environ un tiers des recettes. Des produits de cession d'immobilisation, pour être plus clair, 4 ventes immobilières dans l'année qui vous sont listées sur la droite. La taxe d'aménagement et le FDAEC, le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, qui nous est également versé pour environ 110 000 €. On peut passer à la diapositive suivante sur la section d'investissement au niveau des dépenses. Un diagramme un peu plus touffu. Je vais commencer plutôt par le bas et la partie en bleu marine. Les opérations de mandat qui se montent pour près de 1 300 000 € pour la trajectoire en 2022. Donc, qui serait constituée essentiellement par des études de différents types sur des écoles, l'extension de la cuisine centrale, la création d'une salle sportive, l'extension de la bibliothèque, également l'extension du restaurant scolaire de Ferdinand Buisson, la rénovation du gymnase Yourquier, des études sur le gymnase Boyer, et également 5 plans qui sont décrétés pour l'ensemble du mandat, de manière à pouvoir équiper notre ville en termes d'aire de jeu, en termes de mobilité, en termes d'énergie, de végétalisation et d'amélioration de nos cours d'école. Et je remonte un petit peu également pour vous parler des travaux d'aménagement de la maison de la parentalité qui sont également dans cette partie d'opération de mandat. Sur la gauche de cette partie du camembert, vous retrouvez les travaux courants patrimoine bâti et les projets annuels bâtiments qui se montent à presque pile 2 millions d'euros, donc qui servent en fait à du gros entretien de renouvellement de tout notre équipement municipal, de tous nos équipements plutôt. Au-dessus, vous retrouvez les travaux courants espace public pour un peu plus d'1 300 000 €. Là, ça correspond à des travaux que l'on fait annuellement pour améliorer l'éclairage public sur la ville, les réseaux, l'enfouissement de réseaux notamment, la mobilité, des travaux d'aménagement aussi, de l'espace public. Vous retrouvez pour près d'1 demi-million d'euros à côté mobilier et matériel de la ville, la subvention d'équipement ACI, donc en assiette de compensation versée à Bordeaux Métropole au titre des services que l'on a mutualisés avec eux. Et la dernière partie du camembert se décompose en 3 morceaux. Une subvention versée à l'EPA Euratlantique, des acquisitions foncières pour un peu plus d'1 demi-million d'euros et le remboursement de notre dette en capital pour un peu plus d'1 million d'euros. On peut passer à la diapositive suivante, merci. La dette, donc pas d'emprunt depuis 2014, un profil de dette ancien. Nous avons cette chance du fait de la revente de la SMCIB fin 2013 qui nous a permis de continuer à investir massivement lors du précédent mandat et du début de celui-ci, sans avoir recours à l'emprunt, avec un ratio de dette qui est aujourd'hui d'environ 200 € par habitant, c'est-à-dire 5 fois moins que les communes de même strate, de même taille que nous. Et des capacités de désendettement aussi qui sont très fortes, à peine supérieures à 1 an, là où les communes de même taille sont à 7 ans en moyenne. Donc, la totale sécurisation de la dette en 2021 a été effectuée. Le dernier prêt à taux variable a été purgé à cette occasion. Le recours à l'emprunt est envisagé au mieux à partir de 2023, voire 2024, voire 2025, puisque notre trésorerie reste assez conséquente, mais qu'au regard des opérations de mandat, on sait qu'on va avoir beaucoup de dépenses qui vont arriver.
Donc c'est une question de phasage pour optimiser tout simplement la dépense et ne pas emprunter trop vite. Et bien entendu, nous gardons l'objectif de diversification de nos prêteurs tout en restant dans un cadre sécurisé, c'est-à-dire surtout avec des taux fixes ou des taux variables maîtrisés. Pour la diapositive suivante, elle est surtout mise pour votre information, c'est-à-dire si on n'avait pas recours à l'emprunt entre 2023 et 2025, alors on aurait une extension de la dette qui arriverait en 2029. Nous allons passer à une prospective à horizon de mandat, puisque le but du rapport d'orientation budgétaire, contrairement au budget que nous allons voter dans un mois et demi, c'est aussi de regarder la trajectoire à horizon 5 ans, donc globalement sur l'ensemble du mandat et de ce qui reste dans ce mandat, avec un plan pluriannuel d'investissement toujours très ambitieux et complet, de 92 millions d'euros, 19 opérations de mandat qui sont évaluées à 49 millions d'euros au total, avec 15 millions d'euros en plus qui sont sur des travaux courants de bâtiments, 8 millions d'euros sur des travaux courants d'espace public, 8 millions d'euros sur les subventions Euratlantique et d'investissement à Bordeaux Métropole sur les services qu'on a mutualisés, et 2 millions d'euros d'acquisition de patrimoine, notamment des fonciers pour les écoles et le parc des Sœurs de la Charité. Un plan qui reste ambitieux, mais qui se réalise sur de la recherche systématique de cofinancement, que ce soit à la fois dans le cadre du plan de relance, donc avec l'État et l'Europe, dans le cadre du nouveau contrat de plan État-région, et également sur la forte ambition de rénovation énergétique du patrimoine existant et qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Pour réaliser nos prospectives, nous avons également travaillé avec le cabinet Klopfer qui nous a accompagnés de manière à calculer au plus près nos besoins d'emprunt notamment. Pour la décomposition du plan pluriannuel d'investissement, le PPI, on commence à vous le décliner donc sur les diapositives suivantes. Les opérations de mandat, donc 7 opérations sont en phase opérationnelle ou déjà lancées. Elles sont estimées à un peu plus de 14 millions d'euros, dont le musée de la création franche qui a été lancé en fin du mandat précédent, en comaîtrise d'ouvrage avec Bordeaux Métropole. Et donc ces 7 projets se décomposent de la manière suivante. Extension de la cuisine centrale, le parc des Sœurs de la Charité, le musée de la création franche donc, l'extension du restaurant scolaire Buisson, la rénovation énergétique du gymnase Boyer, la maison sport santé et la maison petite enfance et parentalité dans l'ex-LPE. 5 autres plans sont en cours pour l'ensemble du mandat, le plan aire de jeu, le plan mobilité, le plan énergie bâtiment, le plan végétalisation et le plan cours d'école. Pour les autres opérations de mandat, 4 projets en cours d'étude qui sont estimés à 14,1 millions d'euros eux aussi. Donc la création d'un groupe scolaire sur Prévert, un plan école sur Salingros, qui remplace plutôt Salingros et qui permet justement de rénover l'ensemble de nos écoles au fur et à mesure des années. La création de salles sportives polyvalentes et la maison des associations citoyenneté et transition sur des parties plus ou moins provisoires qui sont en étude. Enfin, dans une dernière partie, 3 projets qui seront réalisés sur le prochain mandat, mais dont les études sont planifiées sur ce mandat et qui sont estimés à 17,3 millions d'euros. Donc la maison, je vais dire plus pérenne, des associations de la citoyenneté, de la transition et du CENSO, l'extension de la bibliothèque et la rénovation du gymnase du Hourquet. Sur la diapositive suivante, vous avez le détail des coûts qui sont mis année après année sur l'ensemble de ces postes de dépenses qui viennent de vous être listés sur les 3 dernières diapositives. Donc je vous propose d'y passer assez rapidement, vu que ça a été vu en commission. Sur la diapositive suivante, on fait un petit focus sur les recettes que l'on pourra obtenir et sur lesquelles on travaille déjà. Vous voyez des estimations assez précises aux milliers d'euros près, alors que l'ensemble pèse plusieurs millions. Donc qui serait avec des fonds européens pour partie, le plan de relance comme on vous l'a listé tout à l'heure, les cofinancements avec Bordeaux Métropole et d'autres financements divers et variés, la CAF notamment, la DRAC, la TSIL, sont des partenaires plus que potentiels avec lesquels on a déjà travaillé et avec lesquels on travaille aussi sur le financement de ces projets. Et enfin, pour les financements récurrents, comme ça vous a été détaillé pour la trajectoire en 2022,
une partie fonds de compensation de la TVA qui se monterait à 7 millions d'euros, la taxe d'aménagement à 4 millions d'euros et le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes pour un peu plus d'un demi-million d'euros. Au niveau de la synthèse de la prospective, vous verrez effectivement sur la diapositive suivante que nous avons mis un focus particulier sur quelques données du tableau. Vous dire que l'épargne brute, vous la voyez baisser effectivement de manière significative par rapport à 2021 qui était une année exceptionnelle et particulière. On revient dans une trajectoire beaucoup plus classique pour une commune comme la nôtre, avec des ratios qui sont comparables, comme on le détaillera lors de la présentation du budget, aux communes de même strate. Pour la partie en bas, la dette en fin d'exercice, on resterait toujours avec des capacités de désendettement inférieures à la moyenne des communes de même strate, c'est-à-dire à environ 5 ans, contrairement à 7 ans pour la moyenne des communes, et une dette en fin d'exercice qui serait encore largement supportable d'environ 17 millions d'euros, largement supportable au moins en regard de la capacité de désendettement et qui est donc liée à l'épargne brute que l'on génère chaque année. Je vous propose de continuer sur les structures et l'évolution des dépenses de personnel dans notre commune. Au niveau de la structure des effectifs, nous avons une décomposition d'environ 72% de nos effectifs en fonctionnaires et 28% sur des contractuels, ce qui est un petit peu inférieur à la moyenne nationale qui se trouve à 75% sur les fonctionnaires. Nous allons détailler pourquoi juste après. Et au niveau quantitatif, nous sommes à un tout petit peu plus de 500 agents en cumulant fonctionnaires et contractuels, donc toujours sur ce principe de 72%, 28%. Je vous propose de passer à la diapositive suivante. Donc l'évolution des effectifs par statut et par filière. Vous en faire une petite synthèse, vous dire effectivement que l'effectif diminue de 5 personnes par rapport à l'année dernière, mais le nombre d'agents en équivalent temps plein, c'est-à-dire le temps réellement travaillé par ces agents, diminue lui de quasiment le double. La variation en fait, elle s'explique au niveau des quotités de travail, notamment par le recours à un certain nombre de travail à temps partiel sur des agents de la filière technique, également sur des parties d'entretien et également à des recours pour des remplacements liés à la crise Covid qui ne sont pas forcément sur des temps complets. C'est aussi pour ça que vous avez une diminution théorique de ces équivalents temps plein. Nous avons dans le même temps une hausse des heures supplémentaires qui sont également là pour pallier à la pandémie et qui représentent environ 4 emplois à temps plein qui sont effectués pour plus de la moitié par des agents de la filière technique. Un focus maintenant sur la formation et l'action sociale. D'abord la répartition des dépenses de formation. Donc en 2021, la ville a consacré presque 50 000 € de budget supplémentaire à sa cotisation obligatoire qui se monte à 93 000 €. Donc environ 141 000 € au total. Et la dépense moyenne se situe à 281 € par agent. Au niveau de la répartition des dépenses d'action sociale, c'est essentiellement porté sur 2 postes pour plus des 2/3 de la dépense, en mutuelle santé et en mutuelle prévoyance, suite à différentes délibérations que nous avons prises cette année, et l'année dernière un petit peu aussi. Le montant des éléments qui sont servis aux agents en matière d'action sociale représente un peu plus de 200 000 € de dépenses, soit 1,7% des dépenses de personnel. Au niveau de l'évolution des effectifs en 2022, 14 agents vont quitter la collectivité, dont 6 en raison d'une inaptitude définitive. 50% des départs ne seront pas remplacés. Alors déjà parce que 6 d'entre eux sont déjà remplacés et sont déjà en poste. Des agents qui étaient en congé longue durée, qui partent à la retraite pour invalidité notamment. 2 postes vont être supprimés, le responsable de la piscine et le directeur général adjoint du pôle stratégie territoriale. Et un poste va être créé, celui de directeur des dynamiques citoyennes. Enfin, les 2 derniers slides ou diapositives, les détails des écarts entre le budget primitif 2022 par rapport au compte administratif 2021. Donc des évolutions de dépenses qui se montent à 700 000 € environ, portées pour plus des 2/3 par des mécanismes d'évolution contraints par l'État,
donc des ajustements du SMIC, des nouvelles mesures gouvernementales, des mécanismes statutaires, 495 000 € en tout. Les autres dépenses sont dues pour une très large partie au dispositif indemnitaire et notamment aux mesures que nous avons votées ici début septembre. Et donc les contractuels de catégorie C qui vont rentrer pour le coup dans le budget en année pleine, puisque le dispositif indemnitaire qui a été mis en place n'a été pour 2021 que pour 4 mois. Cette année, nous allons donc payer la dépense sur l'année complète, soit 136 000 € de dépenses supplémentaires. Et également 2 postes notables, la mise en stage de 15 agents pour un coût de près de 60 000 € et l'augmentation de l'accueil de stagiaires et l'indemnisation du télétravail qui représente environ 13 000 €. Dernière diapositive, donc sur l'évolution réellement entre les 2 budgets primitifs, celui que nous allons faire voter le 22 mars et celui que nous avons voté l'année dernière en mars. Donc pour avoir une vision réelle de la masse salariale, il convient quand même de neutraliser les différents cycles de mutualisation avec Bordeaux Métropole. Depuis 7 ans, notre masse salariale, si on ne neutralise rien, elle a diminué en brut de près de 1,2 million €. Si on neutralise les effets mutualisation, nous avons augmenté le budget de manière contenue à environ 1,56% en moyenne par an. Et même si on note effectivement une augmentation de 2,26% de la masse salariale, l'impact est effectivement très faible au final depuis les cycles de mutualisation qui nous ont permis de particulièrement contenir les dépenses de ce côté-là, avec une satisfaction forte aussi des agents qui ont été mutualisés. J'en ai fini pour la présentation, monsieur le maire. Merci beaucoup, Aurélien. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et pédagogique. J'en profite pour remercier les services, bien sûr, en votre nom également, qui sont ici présents dans la salle du Conseil. Donc merci à eux, Philippe Cabirol, Emmanuel Faure-Richard, évidemment aussi Audrey Lemire, Jean-Marc Gipoulou et vous-même. Voilà, merci beaucoup pour ce gros travail de ce rapport d'orientation budgétaire qui, je pense, démontre vraiment la trajectoire saine de la commune, malgré un contexte compliqué financièrement. Vous l'avez rappelé, un désengagement de l'État à hauteur de pratiquement 15 millions € cumulés depuis 2013 et une date fatidique en 2022, qui est la perte de la redevance de la régie d'électricité, que nous avons évidemment anticipé par des réformes, des ajustements dans l'organisation des services, comprendre aussi au plus juste et au plus près les besoins des habitants en termes de solidarité et de justice sociale pour répondre à un service public de qualité, puisque vous le savez, différents sondages ont démontré que le taux de satisfaction des habitants, Begley, était supérieur de plus de 6 points de la moyenne des villes similaires à la ville de Bègles. Donc nous sommes fiers du travail porté par les services Begley, municipaux Begley. À nouveau, nous les remercions. Et donc cette situation financière qui est saine, puisqu'un taux vous l'avez dit, un taux d'endettement qui est faible, qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau cycle fort et important d'investissement sur nos priorités de transition écologique, de justice sociale et de solidarité, et également du socle des compétences de base de la commune, dont par exemple l'éducation, la petite enfance, bien sûr, et bien d'auteurs importants, puisque vous l'avez dit, un PPI, un plan pluriannuel d'investissement de pratiquement 50 millions €. C'est important, voilà, dont la grande majorité, environ 43 millions € sur la mandature actuelle, sur des équipements que vous avez cités. Alors, je tiens à dire qu'un plan pluriannuel d'investissement est un plan vivant. Il peut y avoir des évolutions, bien sûr, au gré des financements, des opportunités ou des difficultés que peut vivre un projet ou un autre. Mais en tout cas, la ligne est claire. Et donc, nous souhaitons évidemment porter une politique publique ambitieuse pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci d'avoir bien démontré ceci. Y a-t-il des prises de parole, chers collègues? Monsieur Michrafi. Bonsoir, merci Monsieur le maire, mes collègues.
Ce rapport d'orientation budgétaire, il présente effectivement des investissements pour pratiquement 92 millions donc sur 10 ans. À peu près 53%, ce sont des projets d'investissement. 47%, ce sont des travaux et équipements courants, donc autrement dit des choses récurrentes. L'année dernière, vous nous avez présenté un budget, un rapport d'orientation budgétaire de 85 millions. Ce qui fait donc aujourd'hui, en tout cas en un an, vous nous présentez une augmentation qui est de près de 7 millions d'euros. Alors ce qui est surprenant et ce qui est étonnant, c'est l'estimation des postes qui change en un an. L'année dernière, vous nous aviez dit que le groupe scolaire, donc Selengo, vous avez prévu 9 millions d'euros. Cette année, vous nous dites c'est 2 millions d'euros, soit une baisse de 7 millions d'euros. L'année dernière, vous nous avez dit que la création des groupes scolaires, donc Prévert, allait coûter donc 10 millions. Cette année, vous nous dites 8 millions, soit une différence de 2 millions. Donc, l'extension de la cuisine centrale, pour les mêmes objectifs. Vous nous avez dit que ça allait coûter 5 millions. Cette année, vous nous dites que c'est 8 millions, soit une augmentation de 3 millions, de plus de 3 millions. Alors, c'est surprenant, quoi, que l'estimation donc, varie en un an sur des projets, quand même, ce que vous appelez structurants, et que ça varie dans des proportions qui sont de l'ordre de 60%. Pour nous, c'est un peu compliqué. Pourtant, quand je consulte le poste 617 de budget qui est études et recherche, vous avez dépensé quand même 104 millions d'euros, donc 104 000, pas 104 000. 100 000 euros, hein, qui était donc 100 000 euros donc, dans le poste études et recherche. Hein, donc. Bien, concentrons-nous un petit peu sur le mandat actuel, parce que 10 ans, ça fait 2 mandats, et le prochain mandat, ben, ma foi, on ne sait pas du tout. Voilà, c'est le futur, on ne sait pas. Donc. Bon, concentrons-nous donc sur le mandat actuel. Alors, sur le mandat actuel, vous, cette année, vous nous dites, grosso modo, comme l'année dernière, d'ailleurs, à peu près il y a 3 millions de différence, vous nous dites que sur le mandat, ben, vous allez consacrer donc 60 millions, grosso modo, donc, dans ce budget. Alors, ce qui veut dire hein, que vous laissez pour l'autre mandat, sur 92 millions, vous laissez 31 millions hein, donc, pour le prochain mandat. Donc, ça veut dire que vous vous engagez donc, sur les 60 millions. Comment faire pour financer ces 60 millions? Quelles sont les possibilités qui sont offertes donc, à Bègle? Évidemment, quand on a la chance de dégager donc, de l'épargne nette, c'est-à-dire quand vous prenez les recettes, vous enlevez les dépenses, et vous enlevez les intérêts, vous enlevez donc les remboursements des dettes, c'est ça ce qu'on appelle, ce qui reste, quoi. Ben, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que, grosso modo, moins de 2 millions d'euros. C'est peu. Pour augmenter cette épargne nette, ben, on n'a pas le choix. Si on doit l'augmenter, il faut augmenter les impôts. Malheureusement, il y a 2 problèmes qui nous empêchent d'augmenter les impôts. Le premier, c'est que Bègle, se situe dans le haut en matière d'impôts, puisque chaque Béglé doit payer 820 € par an au minimum. Hein. Donc, ça, si je rajoute les autres taxations, donc ça tournerait plus aux alentours de 900-950 €. Alors que les communes, les autres qui nous ressemblent, la moyenne n'est que de 640 €, ce qui fait une différence de 175 € donc par rapport à des communes qui sont comme la nôtre. Et donc, on aura du mal à augmenter les impôts. Le deuxième problème qui nous empêche
d'avoir une pression fiscale plus importante, c'est le fameux coefficient de mobilisation du potentiel fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est le produit fiscal qu'on pourrait toucher si on appliquait les taux nationaux, quoi. Malheureusement pour nous, ce taux, il est de 120%, ça fait 1,20. Quand elle est inférieure à 1, donc on a une marge de manœuvre très très agréable pour augmenter les impôts. Quand on est donc au-dessus de 1, c'est-à-dire 1,20, 20%, donc finalement, ça veut dire que nos marges de manœuvre sont compliquées. Donc ce qui veut dire, question voler impôts, on ne pourra pas faire grand-chose. On ne pourra pas augmenter donc les impôts locaux, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'emprunt. Il faut emprunter. Eh bien, l'année dernière, vous disiez que vous alliez emprunter 25 millions d'euros. Cette année, vous changez de politique d'emprunt et vous dites non, 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 on ne va pas emprunter 25 millions, on va emprunter 16 millions et demi. Alors, c'est un chose qui est croire. C'est 25 millions ou c'est 16 millions et demi? Parce que ça change en un an. On a du mal à... Moi, je pense honnêtement et raisonnablement qu'il vous faudra emprunter encore 10 millions d'euros. Hein, si vous voulez donc réaliser les 32 millions restants. Mon collègue me parlait donc de ce fameux ratio de désendettement, c'est-à-dire tout simplement la dette qui reste à la fin du mandat, eh bien, sur la marge brute. Ben, écoutez, cette année, vous nous dites que c'est à peu près 5 ans il nous faut pour rembourser. L'année dernière, vous nous disiez qu'il fallait 7 ans pour rembourser. Bon, là aussi, on a du mal à... Enfin, on change d'une année sur l'autre, donc de montant. Bon, je veux bien qu'il soit vivant, mais bon, vivant ne veut pas dire quand même dans des proportions qui sont importantes. J'aimerais bien que les études que vous faites et les raisonnements donc, soient stables dans le temps. En tout cas, les chiffres que vous nous donnez, qui sont actualisés, nous disent quoi enfin? On dit qu'en fin de mandat, chaque Begley devra payer chaque année 820 € comme impôt et qu'il devra rembourser près de 600 €